Alors, mesdames, messieurs, bienvenue. Je vous accueille au nom de l'espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes. Vous savez que nous sommes 16 espaces de réflexion éthique à l'échelle du territoire, c'est-à-dire métropolitain et d'outre-mer. Je salue d'ailleurs mes collègues des autres espaces de réflexion éthique, y compris de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion, de Guyane, qui sont également présents et que je remercie d'avoir fait l'effort de nous rejoindre en cet événement exceptionnel. Madame le directeur général de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, chère Madame Corrège, Monsieur le directeur général des Hospices civils de Lyon, cher Monsieur Raymond Lemagne, Monsieur le président d'université représenté par Monsieur le professeur Jean-François Mornex, que je remercie d'être ici, Monsieur le président de la conférence nationale des espaces de réflexion éthique, dite CNERER, cher Cyril Adif-Thomas, qui dirige l'espace de réflexion éthique Bretagne, au fin fond de Pen Arbred, c'est-à-dire Brest, ainsi que tous mes collègues ici présents. Je dois dire qu'au-delà des espaces de réflexion éthique, nous avons les représentants des signataires de la Convention constitutive, et je salue les directeurs de Grenoble, Lyon, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand, les représentants des universités également, ainsi que des étudiants que nous accueillons qui sont dans une année de formation en licence sciences-humanités, qui participent à un programme de l'Université catholique de Lyon. Nous avons également des lycéens du lycée René Descartes Saint-Genis-Laval, que je remercie d'être là. Ils sont avec nous dans le cadre de l'expérimentation menée avec le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Et je salue en sa présence notre président national qui fut le premier à lancer ces expérimentations avec les lycéens. Donc nous ne faisons que reprendre ce qui fut mené il y a quelques années déjà au niveau national et en particulier à Paris. Je ne serai pas long, simplement pour accueillir et transmettre la parole. Je demanderai ensuite à Fabienne Doiret d'animer l'ensemble de l'après-midi. Vous avez vu, le programme est dense, et encore, nous ne parlons que de la première demi-journée, celle d'aujourd'hui. Nous allons nous réunir finalement pour célébrer les 20 ans de la loi dite de bioéthique. Je dis dite de bioéthique parce que, à mes yeux, cette loi n'a rien de bioéthique si ce n'est le titre. D'ailleurs, nous ne voyons le terme bioéthique que dans le titre. Après, il s'agit de conditions d'autorisation ou non, d'utilisation de technologies médicales ou biomédicales. Donc, la réflexion bioéthique a présidé à la promulgation de cette loi, même à son écriture et à ses débats. Et je salue parmi nous la présence de M. Alain Claes, qui fut député maire de Poitiers, et qui, de 1997 à 2017, de mémoire, a beaucoup œuvré, puisqu'il fut le rapporteur de cette loi de 2004, créant les espaces de réflexion éthique à l'échelle régionale ou interrégionale que nous célébrons aujourd'hui. L'objectif est de voir en quoi le législateur attendait quelque chose, comment le Comité consultatif national d'éthique, qui existait lui-même depuis déjà 20 ans, et dont je rappelle que l'avis numéro 1 porte sur un cas lyonnais. Donc c'est très intéressant parce que en 1984, le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé rédige un avis, ils se mettent d'accord, mais en réalité, il fut discuté sur ce lieu même du domaine Rockefeller en 1978. C'est vous dire le temps sur lequel nous travaillons. Et il concernait d'ailleurs un de nos collègues dont le nom est connu puisqu'il s'appelait Jean-Louis Touraine. Jean-Louis Touraine avait ce jour-là transgressé 2 interdits majeurs de la République française. Le premier, c'est la recherche sur l'enfant. La loi Hurlier-Cyrus-Clay n'existait pas encore puisqu'elle fut promulguée en 1988, donc 10 ans plus tard. Et la deuxième, c'était un travail de recherche sur les cellules souches. Et évidemment, à l'époque, aucun texte n'encadrait encore cette pratique. Et il avait pourtant eu le génie de recourir à des cellules souches pour traiter ces fameux enfants bulles que vous connaissez. Ils vivaient dans des bulles à l'abri de tout germe contre lesquels ils étaient totalement incapables de se défendre. Donc il a fait de la recherche chez ces enfants, qui sinon décédaient, en greffant des cellules souches, expérience d'immunologiste qui était la sienne.
avec la transplantation, les greffes de moelle, etc. Mais l'un comme l'autre n'étant pas autorisés, un juge s'était ému, et peut-être pas que lui, et ce fut l'objet de la création du comité d'éthique du CHU de Lyon, dont je salue également le président, le professeur Mornex, qui représente le président d'université. Parce qu'en ce temps, personne ne savait comment résoudre ces questions. Il n'y avait pas la moindre instance, et c'est notre professeur Louis Roche, notre vieux maître, qui, se tournant autour de lui vers quelques collègues, leur disant « Viendrais-tu réfléchir avec moi sur cette question qui m'est posée et pour laquelle je n'ai pas de réponse ?» 1978, création du comité d'éthique du CHU, c'est-à-dire H hôpital et U université. Et évidemment, après, les structures sont nées, se sont développées. Mais c'est vous dire que tout ce que nous allons célébrer aujourd'hui remonte bien avant 2004 et finalement était d'une certaine façon né sur ce campus universitaire médecine-sciences du domaine Rockefeller. Donc, c'est une joie pour nous d'accueillir nos orateurs qui finalement nous permettent la réalisation de cette journée. Je pense à notre directeur général à qui je vais céder la parole parce qu'il dirige le CHU d'implantation qui est le garant de la bonne utilisation des ressources que le ministère de la Santé, via la DGOS, met à notre disposition. Mais tout ceci est sous le contrôle efficace et sourcilleux de notre directrice générale de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes qui reçoit ces fonds avant de les transférer et auprès de qui nous exerçons un devoir de rendre compte, c'est-à-dire que nous transmettons sous son égide le rapport d'activité annuel. Donc je m'en arrête là, mais vous avez compris que l'après-midi est chargé, que nous avons le président du comité national d'éthique et M. Kless, l'un et l'autre très engagés, et c'est la raison pour laquelle je leur cède la parole, nos instances qui nous permettent de fonctionner, et ensuite nos grands témoins qui nous permettent d'avoir des repères. Monsieur le directeur général Raymond Lemoigne, nous sommes heureux de vous avoir eu 2 fois directeur général. Et entre-temps, vous fûtes 2 fois directeur de cabinet du ministre de la Santé. C'est vous dire si vous savez de quoi vous parlez. Merci beaucoup. Donc, mesdames, messieurs, je suis très honoré d'être parmi vous à l'ouverture de ce colloque national des espaces de réflexion éthique régionaux qui fêtent leurs 20 ans et d'accompagner Monsieur Chapuis qui est votre hôte et qui va témoigner avec d'autres espaces régionaux sur leur pratique. Il appartiendra à l'État, à la puissance publique, de rappeler les missions et pourquoi ce que l'État attend en matière d'espaces régionaux d'éthique, et ce qui, y compris en termes d'instructions confiées aux comités d'éthique locaux des établissements de santé. Donc je laisserai Cécile Courrèges représenter la puissance publique. C'est Jean-François Mornex qui rappellera ce que l'université attend en termes de recherche, de formation à l'éthique et de tout ce qui peut porter sur le développement des connaissances, le développement de la pratique, sur l'éthique dans le champ de la santé et de la recherche biomédicale. C'est Jean-François Delfrécy qui essaiera de rappeler l'histoire, cette relation, cet incroyable fil conducteur qu'il a incarné personnellement. Je suis heureux de retrouver entre les lois bioéthiques, le CCNE, les avis du CCNE, les espaces régionaux, les comités locaux d'éthique, et puis évidemment le après-crise. Et c'est quoi un délibéré démocratique, un débat public qui éclaire les prochains avis du Comité national d'éthique, et évidemment Alain Kless, que j'ai eu le bonheur d'accompagner dans une autre vie quand vous étiez député, et que je peux témoigner qu'il y a à un moment donné des moments magiques dans la vie du Parlement où des lois transpartisanes sont construites dans des logiques dont on n'a pas idée et qui font honneur à notre République. J'ai eu cette chance de vous assister dans ce moment. C'est un très beau moment pour moi. Je suis très content de pouvoir le témoigner. Vous me direz, mais finalement, qu'est-ce que je peux dire? C'est vrai. Moi, je veux dire que, alors évidemment, vous avez eu la gentillesse de dire que je suis le gestionnaire en chef des crédits qui me sont délégués par l'État et l'ARS pour vous accompagner dans le financement d'espaces régionaux. Je dirais que cette légitimité, même si je l'assume et j'en suis très fier, est relativement réduite, et je le sais bien, même si j'ai des collègues qui font les travaux à ma place. Et donc,
Je pourrais aussi vous dire que je suis quand même chef d'établissement et donc je gère un tout petit peu des ressources et donc je suis un peu confronté à la question de l'éthique et du management. Et donc je pourrais vous dire que ma vie personnelle et professionnelle m'a conduit à gérer les interrogations éthiques, à gérer du questionnement éthique et que je pourrais essayer de vous démontrer que ma vision du management n'est pas qu'une vision procédurale, n'est pas qu'une vision instrumentale, que je rappelle que le soin est un humanisme et qu'il y a d'autres façons de penser le management. En fait, tout commence avec des PUPH. Tout commence avec des professeurs d'université. L'un des PUPH qui m'a fait confiance dans ma carrière m'avait dit un jour, et il aimait à me répéter, que pour faire de la bonne médecine, ou pour enseigner l'éthique, il faut du temps, il faut du jugement, et il faut de l'amour. Du temps, du jugement et de l'amour. Me semble-t-il que ces trois mots-clés, vous les rassemblez, à un moment donné, ne sont pas très loin de traduire ce que l'on attend d'un espace régional d'éthique, ce que l'on attend d'un comité d'éthique local. Du temps, parce qu'il faut du temps pour sensibiliser, parce qu'il faut du temps pour former, parce qu'il faut du temps pour créer du débat, parce qu'il faut du temps pour répondre aux sollicitations qui sont parfois expresses des professionnels de santé, des patients, de l'entourage, des familles. Il faut aussi du jugement, parce que le souci éthique doit imprégner nos pratiques professionnelles, parce que le souci éthique doit nous accompagner dans les décisions les plus complexes. Et puis il faut de l'amour, parce que l'amour, ce n'est pas uniquement un mot éthéré, c'est aussi la capacité à rappeler que l'on gère la relation, on gère l'autre, on gère des équipes, on gère des collectifs de vie et de professionnels, et que pour ceux qui... On sait bien que la santé, c'est aussi ce lieu magique de la fabrique quotidienne de l'humain. Alors pourtant, vous allez me dire, une fois que j'ai rappelé ça, est-ce que ça crée de la légitimité pour être sentencieux devant vous? Parce que la crise du système de santé est permanente, elle est profonde. D'aucuns considèrent parmi nous que nous sommes empêchés, que nous sommes condamnés à être empêchés. Et je voudrais ici vous dire quelques convictions. La première conviction, c'est qu'une politique de santé, ce n'est pas l'addition de 100 programmes stratégiques d'intervention à la santé. Ce n'est pas une loi bavarde qui énumère tous les objectifs à atteindre. De la même façon qu'un projet stratégique d'ARS ou de CHU, ce n'est pas 1000 fiches actions, ce n'est pas 100 fiches actions qui énumèrent tout ce qu'il faut faire avec des jalons et des étapes à réaliser. Une politique de santé, une politique publique de santé, ce sont des valeurs. Ce sont des objectifs, des grands objectifs transversaux, pas 100, 5, 6, 10. C'est un cadre de discussion et de décision, c'est-à-dire la capacité à dire comment on écoute les parties prenantes, comment on fait de la synthèse, du délibéré démocratique, comment on mobilise des savoirs multidisciplinaires, quelle que soit l'origine scientifique de ce savoir, et comment on construit une trajectoire. Autrement dit, une politique, ce n'est pas être bavard, c'est juste de dire sur quelles valeurs on fonde l'action qui est déterminée, les grands objectifs que l'on se fixe à 10 ans, à 5 ans, comment je discute, comment je délibère, comment je prends une décision, en écoutant des parties prenantes, en étant irréprochable dans la mobilisation des savoirs, mais en prenant des décisions et comment je construis cette trajectoire. Ça a l'air très simple, c'est éminemment compliqué, c'est éminemment noble. C'est pour cela qu'il y a un lien fondamental entre éthique et politique, entre éthique, démocratie et politique, dans la capacité à construire et à défendre une décision. Le CHU de Lyon, les hospices que j'ai la chance de diriger très peu de temps, puisque j'ai été renommé, après avoir été dénommé, et je travaille avec mon président de comité d'éthique locale, Jean-François Mornex, qui est ce soir représentant de l'université et demain redeviendra le président du comité d'éthique locale. Et pour construire la démarche stratégique des hospices civils de Lyon, donc il y a plein de travaux, on est tout au début, il faut récupérer plein de matériaux, faire de la synthèse bibliographique, essayer de donner un tout petit peu d'élan, de confiance aux étudiants, à nos parties prenantes. Il a sollicité son comité d'éthique locale et il a fait une mise de jeu sur quelles pourraient être les valeurs qui pourraient scander le projet stratégique des hospices civils de Lyon pour les 10 prochaines années. Il va m'en vouloir parce que je vais les déflorer un tout petit peu, mais il va voir pourquoi je le fais. Et il a proposé, c'est toujours en discussion, de travailler sur la valeur de fraternité, de respect, de responsabilité, de confiance et de réconfort. Je rappelle, fraternité, respect, responsabilité, confiance et réconfort. Vous prenez ces 5 mots, vous les importez évidemment dans l'univers du CHU, vous avez le droit de les importer dans d'autres univers professionnels, en dehors du CHU de Lyon,
dans d'autres territoires, dans d'autres collectifs de vie. Et je vous propose de considérer que votre célébration des 20 ans de la bioéthique, ou le colloque national qui est le vôtre, eh bien, a le droit de se retrouver autour de ces 5 valeurs-là. Les valeurs de fraternité, c'est-à-dire être capable de discuter, de se retrouver autour de valeurs où l'on exprime de la relation à l'autre, du respect, le respect d'écoute, la responsabilité. Nous avons une responsabilité, qu'on soit professionnel, qu'on soit responsable politique, enseignant, étudiant, futur professionnel ou autre, de la confiance. On a le droit de considérer que écouter la personne, c'est aussi lui donner un petit peu du crédit, et considérer qu'accorder du crédit, c'est admettre des connaissances et du réconfort, parce qu'on a besoin de réassurance et de réconfort, et que réassurer du réconfort, c'est un talent, ce sont des valeurs, et c'est important, y compris dans la discussion éthique. Très bon travail pour vos 2 jours, et merci de m'avoir invité. Le temps que ça se remette, merci Monsieur le Directeur Général, non seulement d'avoir répondu à notre invitation, mais de nous ouvrir ces perspectives avec ces mots-clés puissants. Le temps, le jugement et l'amour, c'était déjà une ouverture forte pour nos travaux. Mais fraternité, responsabilité, respect, confiance, réconfort, là vous devenez médecin à votre tour finalement. Alors j'en appellerai, s'il l'acceptait, en tant que représentant du président de l'université, monsieur le professeur Jean-François Mornex, qui est notre président du comité d'éthique local. Et j'en profite pendant qu'il s'installe pour saluer mes collègues de Lyon, Grenoble, Lyon, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Madame Vassal, Monsieur Bazin, Monsieur Morand, etc. Jean-François Mornex. Merci, oui, j'interviens comme VRP multicarte. Bonjour et bienvenue à Rockefeller. Le président Fleury m'a chargé de vous accueillir en son nom au sein de l'université Claude Bernard Lyon, ce que je fais avec plaisir. François Chapuis, qui est un ami fidèle en amitié et quelqu'un de téméraire. En effet, il avait anticipé la proposition du président et m'avait contacté ce week-end en me demandant si je voulais bien intervenir cet après-midi. Incidemment, tu as monté une forme de séance de communication libre, là, juste avant les communications. Pas sûr qu'on arrive même à démarrer à ce train-là. Et toi, tu as montré l'exemple. Tu as dit qu'il fallait être court, et puis après, tu es parti sur 2 heures de discussion. Bon, tu te doutes que je ne vais pas m'arrêter à le président Fleury m'a chargé d'accueillir en son nom, ce que je fais avec plaisir. Et je pense que tu imaginais que j'allais creuser dans mes souvenirs pour essayer de donner quelques mots d'histoire qui se rattacheraient éventuellement au domaine Rockefeller. Alors si tu m'autorises, puis de toutes les façons je vais le faire, je propose d'aborder 3 points. 3 points, c'est obligatoire ici, c'est rituel. Le directeur général rend ça obligatoire. Les 3 points porteront sur l'histoire, qui nous amènera à un dilemme moral qui n'est pas résolu. Remarque, s'il était résolu, ce ne serait pas un dilemme, et qui est toujours d'actualité, qui est même de plus en plus d'actualité, puis 2 mots d'épistémologie. Ça devrait nous amener à peu près à la pause, juste avant le dîner. Enfin, t'inquiète pas. En préambule, oui, ta confiance. Oui. En préambule, je précise que mon propos, qui est généré par une intelligence discutable mais non artificielle, n'engage pas la parole du président Fleury. Je me permets d'insister. Et lui aussi me fait confiance, il n'a peut-être pas toujours raison. Et en cas de besoin, je suis à votre disposition quand on arrivera à la pause pour décrypter certains points qui pourraient paraître un peu trop absconses. Un mot d'histoire. Nous sommes sur le campus Rockefeller, qui est l'un des sites de l'université Claude Bernard Lyon. Ce campus est dominé par ce qui s'appelle la faculté de médecine et de pharmacie de Lyon. C'est écrit sur le fronton, donc ça doit être ça. C'est un bâtiment qui a été construit en 1930 en 3 années.
Il est en cours de réhabilitation, c'est presque fini, ça aura duré 25 ans. Ça aura utilisé 6 présidents de l'université et 4 contrats de plan État-région. Par contre, ça vaut la peine, je vous conseille en repartant de le traverser et de visiter, c'est très joli. Le bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui, baptisé du doyen Jean-François Sierre, il y a une photo dans l'entrée. Doyen Jean-François Sierre, bel homme, professeur de physiologie, excellent professeur de physiologie, il m'enseigna. Ce bâtiment a remplacé l'amphi Hermann, bien connu de tous les anciens étudiants en médecine de Lyon. Il y a un parallélisme des formes, puisque le bâtiment a remplacé l'amphi Hermann et que le doyen Sierre avait succédé à son maître Hermann. Le doyen Hermann, lui, régna 20 ans sur la faculté de médecine, en même temps que Louis Verret régentait les hospices civils de Lyon. Ces hommes avaient une certaine constance, eux. Henri Hermann avait succédé au doyen Lépine. Alors, là, ça s'arrête. Là, je ne les ai pas connus, François. Hein. Ouais, non, mais... Jusqu'à Hermann, j'ai connu. Mais avant, je n'ai pas connu. Le doyen Lépine était un psychiatre. Il porta le projet de construction d'une nouvelle faculté, le bâtiment qui est derrière nous, un bâtiment de 50 000 mètres carrés, excusez du peu, inspiré par Flexner, le pape des facultés de médecine, l'homme qui a inventé les facultés de médecine, avec d'importantes surfaces de recherche, qui restent des surfaces de recherche, contiguës à un très grand hôpital, l'hôpital appelé actuellement Édouard Herriot, commencé après la Première Guerre mondiale et relié à la faculté par un souterrain, malheureusement disparu, et une école d'infirmières complétée, y compris architecturalement, Denis Garnier et son élève Ferdinand Bellemin, par le centre anticancéreux en 1953. Vous imaginez à peu près ce que représentait alors en 1950, que c'était exactement un CHU, et ce que devrait être un CHU. Comme souvent, nous étions un peu en avance à Lyon. Jean Lépine obtint pour cette construction, il y a un siècle pile, à l'issue d'un voyage à New York. Ça aussi, il faut imaginer ce que c'était quand on voulait construire un bâtiment. Jean Lépine, qui était un peu souffrant à l'époque, est quand même monté dans un bateau en 1928, ou 24, peu importe, pour obtenir 70% de la somme totale du bâtiment de la Fondation Rockefeller, par l'entremise de son ami et camarade d'internat, alors professeur au Rockefeller Institute à New York. Bon, vous allez me dire, il est où le dilemme moral? Ça commence à durer, ton machin d'histoire, là, ça va bien. Le dilemme moral, le voici. Sachant ce qu'on sait, peut-on parler, dit celui, le professeur de Rockefeller, peut-on même le nommer, ce que je n'ai point fait, peut-être l'avez-vous remarqué, je ne l'ai point fait, ayant été sévèrement réprimandé à ce sujet il y a 20 ans. La question morale est, est-ce que l'on peut dissocier l'homme de son œuvre, ou plutôt l'œuvre de son homme? Peut-on évoquer ses aspects positifs lorsqu'il y en a de négatifs? Ou bien est-ce moralement impossible, quelle que soit la gravité estimée de ceux-ci ou l'importance de ceux-là? Il existe des exemples actuels ou récurrents, comme Céline ou l'abbé Pierre. Céline est récurrent, l'abbé Pierre est actuel. Vous avez remarqué qu'il y a des numéros sur les places, là. Alors vous allez prendre une feuille et vous avez 2 heures pour rédiger un sujet. Et l'épistémologie, oui j'arrive, François, j'arrive. À Lyon comme ailleurs, mais assez fortement, la santé est un objet de recherche pour de nombreuses disciplines scientifiques, la physique, les mathématiques, l'économie, l'histoire, le droit et singulièrement la philosophie. Mon ami Jean-Jacques Vunenburger en est un exemple, et malgré nos efforts communs de la fin du siècle précédent, il aura fallu attendre le projet SHEPMED pour raviver des recherches interdisciplinaires, interétablissements. J'en ai fini. François, je tiens à souligner que vous êtes témoin du fait que j'étais victime de mon directeur général, qui n'a pas manqué, premièrement, de m'indiquer ce que je devais dire, ce que j'ai bien entendu pas fait, et deuxièmement, a complètement
divulgacher, c'est comme ça qu'on dit de nos jours, l'exposé que je suis censé faire comme président du comité d'éthique demain. Donc j'ai même pas besoin de venir demain. Allez. Merci beaucoup Jean-François, au nom du président de l'université Claude Bernard Lyon 1, Frédéric Fleury, qui a porté d'ailleurs un projet plus ambitieux qui pour le moment est un peu en difficulté, mais qui évidemment renaîtra, une voix d'optimisme, renaîtra nécessairement parce que nous devons nous réunir. La loi du rugby, c'est que si ensemble on va plus vite, si tout seul on va plus vite, ensemble on va beaucoup plus loin. Et que le projet lyonnais, c'est d'aller plus loin. Et Jean-François vient de nous illustrer un vieux proverbe montagnard, vous avez vu qu'il n'a pas cité le nom, qu'il nous a incité à chercher. On le donnera tout à l'heure pour ceux qui ne l'ont pas trouvé, qui a permis de débloquer les crédits pour que ce bâtiment illustre en son temps, très en avance, soit finalement rendu possible, alors qu'initialement il était prévu à Paris d'ailleurs. Pourquoi est-ce possible ? Eh bien, nous vous donnerons la réponse tout à l'heure, mais d'où l'origine de son dilemme moral. Et en ne disant pas, il a illustré le vieux proverbe montagnard qui est que quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. La parole est maintenant à notre président national de la Conférence nationale des espaces de réflexion éthique, professeur Cyril Asif-Thomas, qui dirige l'espace de réflexion éthique Bretagne, mais qui est notre coordonnateur national. Il nous vient de Brest. Cyril, merci. Monsieur le président du comité d'organisation, directeur de l'espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes, cher François, mesdames et messieurs, chers collègues et collaborateurs, et à vous toutes et tous, selon vos grades et qualités. La conférence nationale des RR que j'ai l'honneur de coordonner avec madame Mylène Gouriot et ma consoeur Marie Fiorenza fête aujourd'hui les 20 ans des RR fondés par la loi de bioéthique du 6 août 2024 et également les 10 ans du premier colloque des RR, également dit RRI, manifestation nationale qui s'est tenue alors à Toulouse les 15 et 16 mai 2014. Cette année, c'est donc dans la capitale de la Gaule lyonnaise. Je me suis rappelé qu'il y avait 3 Gaules, Gaule Belgique, la Gaule Aquitaine, la Gaule lyonnaise, tout cela fondé par l'empereur Auguste en -27 avant Jésus-Christ. Et j'ai révisé ma leçon d'histoire, que nous nous sommes retrouvés pour ce nouveau colloque. Alors, je vais vous faire une petite confidence. Dans mon esprit juridique, j'ai eu aussi un cursus juridique auquel a participé mon ami et collègue Karine Lefebvre, vice-présidente du comité consultatif national d'éthique. Pour moi, Hospice civil de Lyon, c'est tout de suite un réflexe. Arrêt du Conseil d'État, 31 mars 1999, notion très importante de collaborateur occasionnel du service public. Donc merci à votre hôpital de nous avoir permis d'individualiser l'importance du service public, surtout parce qu'avec la crise hospitalière qu'on vient de traverser et qui, à mon avis, n'est pas tout à fait finie et qui nous ramène à votre thématique qui est très intéressante, très ambitieuse, le management en santé. Donc on y aura certainement beaucoup de choses à dire sur ce thème. Le management est-il éthique ? Question que vous nous avez transmise dans votre programme. Je n'y répondrai pas. Suspense oblige. Par contre, j'avoue que, en tant que directeur également d'un espace de réflexion éthique, celui de Bretagne, un espace de réflexion éthique régional, ça se manage. Et ce n'est pas de tout repos, je vous le confirme. Alors, je voudrais quand même rappeler 3 objectifs qui me tiennent à cœur, parce que ce sont ceux de la CNRR. Le premier, c'est de développer les liens de collaboration, les partages, les compétences notamment d'expertise, les ressources expertes, et d'élaborer une communication commune. Cela reste très important encore à construire. Également définir et organiser les rapports avec le ministère, le Comité consultatif national d'éthique, les universités et leurs équipes de recherche, les relations avec nos CHU et avec nos agences régionales de santé. Et puis le 3e objectif d'importance de la CNRR, c'est de mieux répondre aux missions, notamment celle d'observatoire des pratiques au regard de l'éthique, et je pense bien entendu à nos cellules de soutien éthique.
Ce rappel impose également de citer, de ramener dans notre esprit les principes fondateurs qui sont les nôtres, au titre desquels figure l'indépendance, très importante, le pluralisme et la pluridisciplinarité. Cet alliage fait de notre pays une terre d'exigence, celle de la mise en œuvre d'une intelligence collective au service des professionnels de santé, de nos patients et de la société civile. Cette célébration des 20 ans de la loi de bioéthique va nous permettre de mieux nous connaître, mieux nous comprendre, mieux nous entraider, d'être mieux compris aussi par nos tutelles. Et nous aurons, beau cadeau pour cet anniversaire, la joie d'accueillir en notre sein un nouvel espace de réflexion éthique régionale, celui de La Réunion. Donc je vous demande de l'applaudir. Alors la personne d'Emmanuel Antoc est avec nous. Donc merci de lui faire bon accueil et je vous souhaite un bon congrès à toutes et tous. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Cyril. Alors 2 éléments pendant que j'accueille Madame le directeur général de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, c'est que la première réunion fut menée en 2013 avec Alexandra Fourcade et la DGOS à Lyon, juste avant le grand colloque de 2014 à Toulouse, que vous dirigez une agence régionale de santé sur un territoire qui est 2 fois celui de la Suisse, qui a la même population et qui, pour ce qui concerne le budget de l'éthique, a à peu près 10 fois moins de moyens que nos voisins suisses. Donc oui, il y a besoin d'un minimum de management et ça c'est indispensable. Mais grâce à vous, nous pouvons déjà fonctionner. Madame le directeur général, Cécile Corrège, nous vous accueillons avec plaisir. Merci à vous, monsieur le directeur de l'espace éthique, et merci de votre accueil et de m'avoir permis de m'exprimer ici. Alors je rappelle que pour les Suisses, c'est aussi les salaires sont 3 à 4 fois supérieurs. Hein, donc voilà, c'est une question de multiplicateur à chaque fois qu'on parle de la Suisse. Monsieur le député maire, messieurs les présidents de la conférence nationale et du CCNE, monsieur le directeur général des hospices civils de Lyon, cher Raymond, monsieur le professeur Mornex, représentant de l'université, de l'espace des hospices civils de Lyon et autres casquettes, mesdames et messieurs les professionnels de santé, mesdames, messieurs. Alors, de la même façon que pour le professeur Mornex, Raymond Lemagne n'écrit pas nos discours, donc effectivement, tu n'étais pas bien renseigné. Je n'ai pas prévu de faire un rappel du contenu de la loi de 2004 et des différentes instructions ou circulaires qui ont pu l'accompagner par la suite, parce que je reprécise bien sûr que l'État ne se résume pas à de la production réglementaire, donc nous avons d'autres rôles sur lesquels plutôt essayer de revenir et plutôt revenir sur effectivement la relation qu'on peut avoir avec la réflexion éthique. D'abord, je voudrais remercier le directeur de l'espace éthique régional Auvergne-Rhône-Alpes et l'ensemble des équipes pour l'organisation de ce colloque, puisqu'on se rend assez peu compte de la charge que peut représenter, l'investissement et l'implication que peuvent représenter l'organisation d'un tel colloque à dimension nationale et en plus avec ces 2 journées sur des thématiques différentes. Donc merci à vous et merci d'y avoir associé l'Agence régionale de santé. Alors c'est vrai qu'on est un partenaire institutionnel. On a un rôle institutionnel vis-à-vis des espaces de réflexion éthique. On approuve la convention constitutive, on participe au conseil d'orientation, on accorde la dotation de mission d'intérêt général. Bon, une fois qu'elle a bien été fixée par le ministère, hein, mais on participe à son évaluation annuelle et effectivement au dialogue avec l'espace de réflexion éthique. Et ça, je dirais, une fois de plus, c'est les considérations réglementaires, budgétaires, institutionnelles. Pour autant, ça ne me semble pas le plus important dans notre relation avec les espaces de réflexion éthique et surtout dans un colloque sur l'éthique et donc sur le sens de l'agir. Et de ce point de vue-là, je voudrais rappeler que derrière l'image qu'on peut avoir d'une ARS, organe institutionnel, organe de l'État, nos objectifs, notre cible, finalement, rejoignent ceux des espaces de réflexion éthique. Parce que pour nous aussi, le point central, c'est l'importance de l'humain en tant qu'individu, mais aussi en tant que membre d'une collectivité. Et à ce titre-là, on a besoin de vos travaux et de vos réflexions. Et sans revenir sur toutes les missions des espaces de réflexion éthique, vous y reviendrez longuement dans les 2 journées qui viennent, rappeler l'importance notamment de l'organisation des débats publics. L'espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes,
depuis de nombreuses années, mais je pense que c'est le cas de tous les autres espaces de réflexion éthique, organise des événements multiples, des conférences, des colloques, avec à chaque fois des lycées ouverts à des lycéens, des collégiens, des étudiants, ouverts à la population. Et aujourd'hui encore, on a d'ailleurs une illustration avec les ciné-débats, les cinétiques, des cafés éthiques, les cyber-éthiques, maintenant plus récemment encore, qui mélangent des personnes d'univers variés. Et ces événements connaissent un vrai succès, avec régulièrement l'obligation d'y refuser même du monde, ce qui montre que ça répond à un vrai besoin. Parce qu'effectivement, ces espaces, ils permettent un partage des savoirs, ils favorisent le développement d'une intelligence collective en faisant se rencontrer les connaissances médicales face à des questions plus juridiques, économiques, sociologiques, philosophiques, religieuses, et l'éthique finalement constituant une sorte de fil rouge. Ce qui s'ouvrir ainsi à cette forme de démocratie en santé ou de délibéré éthique, je reprends l'expression de Raymond Lemoyne, n'est pas si simple. Parce que tous, nous pouvons avoir des présupposés politiques, philosophiques, éthiques, qui peuvent dicter notre manière d'aborder les choses. Et puis derrière l'organisation de ces débats, est-ce que toujours nous avons vraiment la volonté de permettre à la population de construire des plans adaptés à leur milieu de vie, ou de les rencontrer pour les écouter face à leur angoisse liée aux bouleversements sociétaux, aux enjeux technologiques, ou finalement nous ne sommes pas nous-mêmes parfois dans la posture de réflexion menée par des experts et sur lequel nous avons nous-mêmes, et je le dis en tant qu'agence qui organise elle-même des débats et des échanges, nous-mêmes des difficultés à se rappeler que en matière de santé, dans les premiers connaisseurs, il y a bien sûr les malades eux-mêmes et les soignants qui ont à leur contact. Mais je voudrais rappeler aussi que les institutions elles-mêmes de santé, elles ont aussi un rôle dans ces échanges et dans ces débats, dans cette façon aussi de penser le soin, de penser le soigner à l'autre. L'un des objectifs des ARS, elle est de contribuer dans sa spécificité avec les moyens qui lui sont alloués, parce qu'on est toujours dépendant nous-mêmes des moyens qui nous sont donnés. Vous êtes dépendants souvent des moyens qui vous sont donnés, mais nous aussi. Notre objectif, c'est de contribuer à l'amélioration de la santé des populations. Et un de nos points de préoccupation principal, et là on se retrouvera tous, c'est d'assurer qu'une même qualité des soins, qu'une même qualité même d'amélioration de la santé est apportée à toutes les personnes du territoire de notre région, finalement, quelle que soit sa localisation géographique et leurs conditions socio-culturelles. Et quand on parle d'une grande région comme la grande région Auvergne-Rhône-Alpes dans toute sa diversité, vous mesurez à quel point c'est un défi de répondre à un objectif qui est exprimé aussi simplement. Finalement, ce qui nous différencie, peut-être, c'est que nous, effectivement, ARS, on raisonne à l'échelle des populations, en adoptant une approche globale, environnementale, socio-économique, alors que les professionnels de santé raisonnaient plus dans le cadre de la singularité de la relation soignant-soigné, et en tenant compte, bien sûr, aussi de la globalité de la personne, son histoire, son environnement. Et finalement, ces deux approches, macro et micro, si vous me permettez les termes, qui pourraient sembler antagonistes, mais au contraire, je pense que précisément, ma conviction en tous les cas, c'est que la réflexion éthique constitue un outil qui permet de rapprocher, les rendre compatibles et même complémentaires ces deux visions et ces deux approches. Et on va le retrouver, la nécessité de rapprocher ces approches dans plein de sujets, et par exemple dans le numérique en santé, dans le développement de l'intelligence artificielle ou de la génétique aujourd'hui. Les espaces de réflexion éthique sont donc importants pour nous auprès de tous, aussi bien auprès des institutions, auprès des professionnels de santé, auprès des chercheurs, des industriels, mais aussi de la population, quelle qu'elle soit, citadine, rurale, jeune, âgée. Et de ce point de vue-là, on ne peut que saluer les initiatives qui sont prises ici dans la région par l'espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes pour aller au plus près de ceux qui sont les plus loin finalement de nos centres et qui peuvent parfois se sentir oubliés de toutes les réflexions qu'on peut ouvrir. Comme vous le savez, un espace de réflexion éthique peut être saisi de toute question, par toute personne physique ou morale qui souhaite voir conduire des travaux ou proposer des termes de réflexion concernant l'éthique des sciences de la vie et de la santé. Et c'est bien le rôle de l'espace de réflexion éthique, grâce à cette ouverture et sa pluridisciplinarité, de faire remonter les questions sur la complexité des soins. Et cette démarche, elle est utile. Elle est utile à tous, mais elle est utile en particulier à l'Agence régionale de santé, parce que nous avons nous-mêmes besoin de ces réflexions-là et de ces connaissances-là pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Elle est utile aussi au public pour les aider à mieux comprendre les enjeux collectifs des politiques de santé.
Je voudrais terminer par quelques mots, puisque moi je ne serai pas là demain. Donc par quelques mots sur le thème que vous avez choisi, éthique en management en santé. Alors j'avais pas les 5 termes, autrement je les ai déjà repris. Mais bon, je vais citer, pardonnez-moi, Paul Ricoeur. Donc la visée éthique, c'est la visée d'une vie bonne pour soi et pour autrui dans les institutions justes. Ça sonne bien, mais moins bien que effectivement le professeur Mornex, mais voilà, je resterai là. Mais en tous les cas, le mot qui me vient à l'esprit et qui me semble doit résumer cette visée, c'est celle du respect. Quelle que soit la structure, et particulièrement peut-être plus quand on est une structure de santé, le management doit s'appuyer sur le respect. La spécificité du métier exercé par les professionnels de santé doit bien être prise en compte. Déjà parce qu'on observe souvent que la qualité de vie au travail des professionnels soignants, il a un impact tout simplement sur le niveau de bientraitance des patients et de leur entourage. D'autre part, par la nature de l'activité exercée, à savoir le soin, les soignants sont eux-mêmes régulièrement confrontés à des conflits de valeurs. Vous y reviendrez, je pense, longuement demain, en raison notamment de la confrontation quotidienne à la vulnérabilité, à la mort, des tensions qui peuvent exister entre les objectifs de performance et les objectifs de bienfaisance, et toutes les questions prégnantes qui sont soulevées par la question des inégalités sociales de santé. Pourtant, on ne travaille pas par hasard dans le domaine de la santé, enfin, j'ose encore l'espérer. C'est un milieu sensible qui côtoie l'humain, ce qui suppose justement des outils managériaux adaptés. Et c'est vrai partout. C'est vrai effectivement à l'hôpital, mais c'est vrai aussi dans une agence régionale de santé. Je voudrais par exemple signaler, moi j'ai des équipes qui toute la journée gèrent les signalements des événements indésirables graves. Donc tous les jours, ils sont ramenés à des événements dramatiques, à l'aspect le plus pathologique du soin. Et pour eux aussi, ça représente une charge émotionnelle importante. Et en termes de management, moi j'ai une responsabilité de les accompagner de façon particulière face à cette charge. Et ça a été la même chose dans le cadre du Covid, où vous, mais nous aussi, avons été confrontés à des situations de dilemme qui ont été extrêmement importants, qui ont affecté obligatoirement les équipes. Et donc je pense qu'effectivement, on sera particulièrement intéressé à avoir un peu vos retours aussi par rapport à la réflexion demain que vous aurez sur éthique et management. Et en tous les cas, je vous souhaite à tous des échanges qui permettent d'approfondir nos réflexions en la matière et de nous aider tout simplement à mieux se comprendre les uns et les autres, et pour aussi nous aider à mieux transformer et adapter nos pratiques, qu'elles soient le plus respectueuses possible, puisque je retourne sur le terme de respect, de l'éthique de chacun. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame le Directeur Général. Au-delà de l'aspect institutionnel, vous avez eu raison de mentionner l'approche humaniste. Je dois dire que dès votre arrivée, vous avez pris contact avec nous, vous avez mentionné vos engagements précédents dans les agences précédentes que vous aviez dirigées. Et puis, je n'oublie pas non plus que j'avais prévu comme sous-titre derrière éthique et management, il y a toujours un thème, on ne peut pas tout traiter. Et nous avons tiré le constat que dans nos institutions de santé, nous avons des étudiants, ils sont présents ici, qui ont 20, 21, 22 ans, et nous avons des professionnels de santé qui ont jusqu'à 70, 71, 72 ans, dans certains cas, puisque la loi le permet. Et ces 50 ans d'échange font que nous avons dans la même équipe des gens qui ne portent pas forcément la même vision du monde, le même système de valeurs, ou si le système de valeurs est là, sa mise en œuvre peut être différente. Eh bien, nous avons travaillé au cours de l'année, puisque c'est notre thème, éthique et management, nous avons travaillé sur éthique et management de la différence que je viens d'évoquer. Et j'avais évoqué avec vous, en juin dernier, éthique et management de la pénurie. Je vous avais dit, on enlève ce terme, il est un peu péjoratif. Vous m'avez dit, c'est dommage, parce que finalement, nous avons à gérer des pénuries de compétences, des pénuries de moyens, des pénuries de ressources, des pénuries d'hommes et de femmes, et que tout ceci fait que la demande étant ce qu'elle est, il faut s'adapter avec les moyens dont nous disposons, et c'est tout le thème de la journée de demain. Donc oui, vous avez bien fait d'ouvrir ce thème, nous le travaillerons demain, mais tout d'abord, il est temps d'accueillir à la fois Monsieur le député maire, Monsieur le Président, c'est pas tout à fait dans ce sens-là, c'est dans l'autre, et sous la coordination de Fabienne Douaret, qui est cadre supérieur de santé et qui est chargée de mission au sein de l'espace éthique Auvergne-Rhône-Alpes, et Élodie Camier-Lemoine, qui est philosophe et qui est, elle, à temps plein maintenant, et qui, aujourd'hui, avec Christine Fertier, que vous avez vu à l'accueil, assure la coordination de tout ce que nous réussissons
à faire ensemble avec votre contribution.